Oh, je suis vraiment ravi, PB, de t'accueillir de nouveau à l'Agora. PB Poncelin, pour les gens qui ne te connaissent pas, je vais te demander de te présenter dans quelques minutes, mais juste pour recontextualiser là, pour tous les participants. Pourquoi est-ce que tu es là ce matin? En plus, pendant tes vacances. Enfin, je veux dire, quand même, messieurs, dames, PB prend du temps pendant ses vacances pour nous parler. Donc, merci, merci à lui pour ça, quand même. Alors, PB, moi, pour te présenter très brièvement, et après, je te laisserai te présenter, mais tu es le fondateur de Copy Rockstar, et toi, vraiment, ton domaine d'expertise que tu ponces et que tu creuses depuis très longtemps maintenant, c'est le copywriting, donc l'art de persuader par l'écrit. Enfin, est-ce qu'on parle d'art ou de science? Je ne sais pas, on pourrait en parler justement tous les Yes. deux. Mais en tout cas, toi, c'est le sujet qui t'anime. Et puis, moi, ce que j'apprécie chez toi, c'est la façon dont tu en parles, la façon dont tu dédramatises le truc, tu le simplifies, tu le rends accessible. Et du coup, eh bien, on va pouvoir en parler aujourd'hui justement de copywriting. Qu'est-ce que c'est? Comment ça peut être utile pour vous de vous donner des premières pistes, des premiers outils, etc. Bref, et qu'on en parle tous ensemble. Donc, PB, ce que je te propose dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Yes, yes, je peux faire ça tout de suite. Alors, je suis PB Poncelin. PB, c'est pour Pierre Baptiste, pour ceux qui n'avaient pas la ref. Qu'est-ce que je fais? Ça fait depuis 2018 environ que je suis copywriter. J'ai travaillé avec pas mal des leaders de l'industrie en fait de la formation en ligne. Je pense très tôt, quand j'ai commencé, je bossais avec Antoine Pétavin, je bossais avec Romain Collignon. Je ne sais pas si c'est des noms qui vous parlent. Je sais que c'est des noms qui vont parler beaucoup à Mathieu probablement. Et là, depuis 2021, si on est en 2022, depuis 2021, je forme et j'accompagne des copywriters sur l'aspect copywriting et sur l'aspect freelancing de leur activité. Yes. Et donc, du coup, alors, il y a Anne-Catherine qui disait, tu nous parlais de construction de l'offre ce matin. Alors, c'est plutôt demain matin qu'on parle de ça, Anne-Catherine. Et parce qu'il y a eu Et j'ai vu passer ça dans un email. Ah, d'accord, ok. Ah, il y a eu des changements, effectivement, il y a eu des changements de planning et peut-être que l'information n'est pas remontée. Mais, tu as compris ça aussi, Claire. Ok, super. Tout le monde. Ok, tout le monde avait compris construction de l'offre. Est-ce que ça te dit, mon cher PB, qu'on fasse un saut quantique et Ouais, qu'on parle de construction d'offre parce que toi, c'est aussi du coup un sujet ouais, que tu maîtrises parce mais que c'est pour ça, c'est la base. c'est la base. Donc, messieurs, dames, pas d'inquiétude, on parle de ça ce matin, c'est dans le mail. Il y avait eu des changements et tout ça, mais PB, en tant que professionnel du copywriting et de la vente, bah, évidemment, la construction d'une offre, c'est quelque chose que tu maîtrises. Alors, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir parler construction d'offres quand on vend des formations ou des coachings, parce que c'est ce que toi, tu as aidé d'autres personnes à vendre, c'est ce que tu vends aussi aujourd'hui C'est juste. pour accompagner tes formateurs. Mais il y a aussi la notion de construire son offre, tu vois, quand on est freelance et qu'on cherche à vendre et packager son produit, enfin son Ouais. offre de service de façon à ce que ça soit plus alléchant C'est pour juste. le chaland. On parle de ça aujourd'hui, ça te Allez, va? c'est parti. Allez, c'est bon. C'est parti. C'est quand même la beauté du geste. Vous voyez, hop, on arrive à se faufiler et à s'adapter. Alors, du coup, déjà, on va commencer par le commencement. À ce moment-là, si on parle d'offres, toi, comment est-ce que tu conçois qu'est-ce que tu fais comme différence entre toi, l'offre et les produits, services? Ouais. Ok. La première chose, en fait, déjà, si je fais un espèce de pont avec le copywriting, comme ça, c'est fait. Vous pourrez avoir le meilleur copywriting du monde, les meilleures pages de vente du monde, enfin, textuellement parlant, dirons-nous, les meilleurs emails du monde. Si vous avez une mauvaise offre, ça ne vendra pas. Donc, en Mm, fait, l'offre, c'est juste la base. Et une bonne offre, mm, c'est 80% du travail. C'est-à-dire que tout ce que vous ferez derrière en page de vente, en email, toutes ces choses-là, ça viendra juste mieux vendre une offre qui vend déjà bien. mm. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir une offre qui pète tout et une offre qui est adaptée à votre audience. Ça, c'est la première chose. Donc, l'offre, c'est vraiment la base de la base de la base du travail pendant les 4-5 années
années là où je suis à fond dans le copywriting, où j'ai été à fond dans le copywriting et où j'ai travaillé avec des clients, ce qui nous a toujours le plus aidé et ce qui nous a toujours le plus freiné, c'était l'offre. Littéralement. Je veux dire, on arrive avec des gens qui nous disent ça vend pas, j'ai un problème de copywriting. On arrive, on voit une offre qui est complètement claquée au sol. C'est pour ça que ça ne vend pas. Voilà pour le type 1. Donc ça, c'est le premier point, c'est effectivement, donc du coup, l'offre, c'est quelque chose de central. Qu'est-ce qui fait... Oh là, yeah. Alors, je vais juste faire un truc. Hop, et je vais juste te demander, PB, de remettre ton son. Hop. C'est parti. Voilà, super, nickel. Comme ça, j'ai mis en mai tout le monde. Alors, du coup, offre, déjà, est-ce qu'on peut donner une petite définition, tu vois, pour les personnes qui se disent, bah ouais, mais moi, j'ai déjà une offre. Enfin, en gros, je vends des prestats de services avec un taux journalier moyen et tout. Bon, bah, quelque part, c'est mon offre, c'est ça mon offre. Est-ce qu'on peut, ou alors, voilà, je propose un programme de formation, c'est mon offre. Est-ce qu'on peut distinguer, définir ce que c'est une offre? Ouais, une offre, en fait, à différencier d'un produit. Pour définir l'offre, je vais d'abord parler du produit. Le produit, c'est ce que vous vendez. C'est par exemple, je vends un programme d'accompagnement. OK, ça, c'est un produit. Une offre, c'est un programme d'accompagnement, mais c'est aussi un prix. C'est le résultat que vous promettez via ce programme d'accompagnement. Et c'est également, pour le moment, à qui ça s'adresse. En fait, l'offre, ça va être à la croisée de le produit, à qui vous le vendez, combien vous le vendez, ce que vous allez permettre de faire avec, ce que vous allez délivrer au-delà de je t'accompagne pendant 6 mois. Au-delà de ce que c'est factuellement. Exactement. Et je rajouterais aussi l'expérience que tu offres. Tu as effectivement donc le prix, mais surtout l'offre, c'est le produit, qu'est-ce qu'il apporte, comment tu vas le délivrer, comment on va vivre l'expérience, à qui ça s'adresse, etc. C'est ça. Ouais, ok. Et ça, ça prend en compte, quelque part, ça peut être aussi un packaging, s'il y a un packaging. Ça va être aussi une garantie. Une garantie, ça fait partie de votre offre. Par exemple, c'est différent entre dire, je t'accompagne pendant 3 mois pour 700 balles ou je t'accompagne pendant 3 mois pour 700 balles. Et si tu n'as pas de résultat au bout d'un mois, je te rembourse 3 fois ce que tu m'as payé. Ça, c'est une offre, en fait. Voyez la différence. Donc, ça veut dire que pour un même produit, et c'est là où effectivement on peut aller trouver de la granularité et de la différenciation, c'est que pour un même produit, par exemple de accompagnement, tu vois, un programme d'accompagnement sur 3 mois, en fait, on peut le packager de différentes façons avec un offre, un message, un discours qui va être différent et qui va être plus ou moins adapté à une cible spécifique, avec un message plus ou moins fort et qui va permettre du coup de mieux valoriser le produit. Exactement. Ouais, je pense à un truc, je te donne un exemple qui peut parler, parce que là, j'ai en tête, je l'ai vécu il y a 2 semaines et ça a été une expérience tout à fait particulière. Il y a 2 semaines, on a acheté des croquettes. Je m'y attendais pas. Pour le chien. Je m'y attendais pas, monsieur. Et c'est très, très drôle parce que du coup, il y a différents types de croquettes. Et en outre, les premières croquettes qu'on avait achetées, c'était des croquettes, je crois que c'était en gros digestion facile. Je dis peut-être une connerie, je suis pas sûr des détails, mais digestion facile. Ok, trop bien. On achète les croquettes digestion facile et il y a tels ingrédients dedans, tels ingrédients dedans, tels ingrédients dedans, avec des rapports vraiment précis. Ça passe pas au poids du chien, ça lui correspond pas. Quelques jours après, on achète des nouvelles croquettes qui sont adaptées pour. Alors du coup, peut-être que les premières c'était justement digestion normale et on a ensuite acheté pour digestion difficile. On prend le paquet, les mêmes ingrédients, les mêmes rapports, c'était le même produit, mais vendu différemment. C'était une offre différente, puisque la première offre, c'était pour tous les chiens. La deuxième offre, c'était pour digestion un peu difficile. Sauf que c'était le même produit qui était vendu et on a acheté 2 fois chez eux. Et on a 3 kilos, enfin 20 kilos de croquettes dont on ne sait pas quoi foutre. Mais voilà ce que c'est, 2 offres différentes pour le même produit. C'est 3 kilos de croquettes, ça, c'est ça. Les soirs où tu n'as rien à bouffer, bon bah voilà, vous aurez toujours quelque chose quoi du coup.
Est-ce que déjà ça commence à vous parler un peu la distinction entre produits, services et offres? On pourra après justement rentrer dans les détails, mais comment est-ce que ok, comment est-ce que tu réfléchis sur la construction de ton offre? Enfin, alors c'est une question vraiment très large, Ouais. mais en gros, de quoi tu pars? Quelles sont les questions que tu vas te poser? Comment tu vas réfléchir le truc? Quel est un peu ton process intellectuel, quoi, tu vois? Mhm. Grosse question. Ouais. Grosse question. La Mmh. première étape, et ça, je pense que la plupart des personnes ici présentes doivent être à peu près au courant de celle-là, c'est OK, c'est quoi le problème que je veux résoudre avec mon offre? Mmh. Avant, et parfois avant même de créer le produit, c'est Mmh. quel est le problème qui existe sur le marché que je veux résoudre? OK, ça, c'est la base de mon offre, ça va être la base de ma promesse. Comment est-ce que je veux Promesse. le résoudre? Donc, d'ailleurs, comme ça, si je regarde par exemple d'autres acteurs du marché, comment eux ils résolvent ce problème? Comment moi je peux le résoudre différemment en fait? Ça va faire partie de mon offre. Une fois que j'ai ça, je vais rapidement le tester quand même. C'est quoi toi Ah, ton point de vue intéressant. là-dessus? Non, non, mais moi, j'aime bien. On va rentrer sur ce sujet parce que il y a quand même un syndrome quand tu es entrepreneur. Et moi, je l'ai vécu au tout départ. Tu vois, c'est vachement grisant de rentrer dans la construction de ton œuvre, tu vois, t'es sur le problème, tu dis, OK, je vais le résoudre et tout. Et puis, tu vas passer des jours et des jours entiers à imaginer la meilleure offre possible. Tu vois, tu vas avoir envie de rentrer dans le détail du truc, de vraiment t'imaginer le truc idéal. Et donc tu vas passer du temps à commencer à produire du contenu, des outils, des Ouais, trucs, des machins, et à vraiment, ou alors à te former sur une nouvelle compétence parce que tu dis, tiens, c'est ça qui va faire que cette offre, elle va vraiment être dantesque et tout machin. Et puis tu retardes. Tu vois, tu accumules du temps entre le moment où tu réfléchis et le moment où tu le confrontes au marché. Et le jour où tu le confrontes au marché, tu as une forme de pression énorme sur les épaules parce que tu as passé tellement de temps à concevoir ton offre que tu te dis, non mais on doit absolument la vendre. Je ne peux pas faire autrement que la vente. J'ai passé tellement de temps, je ne peux pas perdre ce temps. Et donc du coup, ça te fout une telle pression que tu n'arrives pas à bien le présenter au mhm, marché, dans le sens où déjà, tu as peur de le présenter. Et deuxièmement, t'es pas dans le bon état d'esprit pour le présenter au marché. Donc, moi, je suis vachement d'accord avec toi. Très vite, on le teste. Alors, comment tu le testes? Enfin, tu vois, factuellement, simplement, comment tu testes une mhm. offre? Ça, c'est simple. J'en parlais l'autre fois justement avec une pote que j'accompagne aussi là-dessus. Euh, Quelque part, c'est OK, voilà le problème qu'on va résoudre. On se pose, tu peux te poser juste une demi-journée dessus, c'est comment je vais le résoudre. Aujourd'hui, d'après vous, votre expertise, c'est quoi pour vous là, vraiment la manière la plus évidente de résoudre ce problème? Peut-être aller voir un petit peu ce qui se passe aussi chez les concurrents, voir comment eux, ils résolvent la chose. Mais c'est bien que vous demandiez pour vous, OK, moi là, j'ai telle problématique. Par exemple, je vais prendre l'exemple de la personne avec qui je discutais. C'était, OK, je veux aider des entrepreneurs à avoir une meilleure énergie au quotidien. OK, ça, le problème, c'est ils ont des pics, enfin des grosses chutes d'énergie. On veut résoudre ça grâce à l'alimentation, le sommeil. OK, demain, je te mets un entrepreneur devant toi qui a ce problème. Comment tu fais pour lui permettre d'avoir des résultats? Et c'est en fait à partir de là que vous allez commencer à créer à la fois quelque part votre programme d'accompagnement ou au moins votre Mmh. produit, votre solution. C'est OK, on va d'abord faire ça, on va d'abord faire ça, on va ensuite faire ça, on va ensuite faire ça. OK, trop bien. Vous mettez ça sur une page A4, Mmh. ça rentre sur une page A4, vous avez le 20-80 Mmh. de votre offre. Parce que ce qui va se passer après, c'est que il y a peut-être énormément de choses dans votre tête. Moi, j'en ai fait l'expérience où j'ai sorti quelques offres où je me suis dit, OK, je vais faire ça comme ça, comme ça, comme ça. C'est comme ça qu'ils vont avoir des résultats. Je me suis retrouvé face à des clients. C'était complètement différent. Mmh. Ça a délivré derrière, mais c'était complètement différent la Mmh. manière de délivrer la chose. C'est pourquoi il faut rapidement Mmh. arriver sur le marché. Donc, proposer à des gens, OK, je sors cette nouvelle offre. À savoir, c'est qu'une offre parfaite, ça n'existe pas. Vous ne trouverez pas Mmh. l'offre parfaite. L'offre parfaite, elle se construit dans le temps et elle s'itère. Je ne sais pas combien toi tu as fait d'offres jusqu'à aujourd'hui, Mathieu, mais j'imagine que ton offre principale, tu es encore en train de la On mettre est à jour encore en train de, régulièrement. on est encore en train de, on doit être à la 10e version de notre offre principale. Et quand je dis 10e version, c'est-à-dire qu'entre chaque version, il y a des itérations. Donc, C'est ça.
elle est continuellement en évolution. Et ça vaut pour toutes les offres. En fait, vous en aurez une bien, vous en aurez une mieux, vous en aurez une mieux, vous en aurez une mieux. C'est comme Tesla qui sort une bagnole. L'année suivante, ils en sortent une nouvelle qui est plus performante, etc., etc., etc. Donc, vous êtes là, vous avez votre offre, proposez-la à votre audience. OK, je teste enfin, j'ai décidé de lancer cette nouvelle offre. Je vais le faire avec une première, comment appeler ça, une première cohorte de clients. Ça va être moins cher pour ces personnes parce que c'est la première cohorte. Parce que c'est une Et offre vous de allez... lancement, d'ailleurs, c'est en soi, Exact. l'offre de lancement est une offre à part entière. Exactement, ouais. Et à partir de là, vous n'avez plus qu'à dire, OK, vous faites des appels avec les gens. OK, c'est quoi le problème que tu veux résoudre? Un appel de vente vraiment typique, vous allez poser des questions, creuser avec eux. OK, voilà ce que moi je vois comme solution. On va faire ça, ça, ça. Voilà comment ça va se passer pour résoudre tel problème. Est-ce que ça t'intéresse? Oui, non. OK, moi c'est quelque chose que je propose à tel tarif justement pour cette offre de lancement. Est-ce que ça t'intéresse? Oui, non. Si la personne signe, vous en signez 5, 10, 15. Tout dépend de ce que vous vendez comme service. Attention, là, si c'est un truc si c'est de l'accompagnement one-to-one, c'est du service, ça va être un peu différent à chaque fois. Mais là, ce qui va varier, c'est plus le nombre de personnes à qui vous allez le vendre que l'offre en elle-même. Et à partir de là, c'est parti, vous délivrez ça, quoi, tout simplement. Tout simplement. Et alors du coup, déjà dans le chat, je voudrais savoir, est-ce que ce qu'on vous évoque, est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est encore trop abstrait? Est-ce que vous souhaiteriez qu'on rentre un peu dans le détail de vos situations spécifiques? Parce que vous avez beaucoup d'activités différentes là là aujourd'hui. Il y a vraiment des personnes qui ont plus des prestats de service, d'autres qui ont plus des prestats d'accompagnement, d'autres des prestats de formation. Certains ont même des produits à vendre. Donc déjà, est-ce que ça commence à vous parler? Donc ouais, Human, c'est très, ça parle carrément pour Claire. Magali, c'est très clair. OK. Par rapport aux résultats, je veux bien qu'on approfondisse, dit Ludivine, mais avec plaisir. Ludivine. Parce que du coup, alors par rapport aux résultats, donc effectivement, ton offre, c'est ce que tu disais, hein, c'est l'offre est vraiment une des fondations de l'offre, c'est la promesse que tu fais autour de cette offre. Et cette offre, du coup, pour atteindre la promesse, il y a à la fois le produit qui va être tous les outils et mécaniques et temps humain, expertise et tout machin que tu mets à disposition, mais aussi la façon dont tu vas le délivrer et du coup, ce sur quoi tu t'engages. Parce que le cas, par exemple, de Ludivine, elle fait du soutien à la parentalité. Donc, elle accompagne les parents dans la. Alors, je vais synthétiser, Ludivine. Elle accompagne les parents dans la gestion dans la gestion des émotions de leurs enfants. Alors, ouais, c'est bon, c'est validé. Ok, cool. et donc, du coup, il peut y avoir, tu vois, une problématique qui est d'un parent à l'autre, d'une famille à l'autre. Déjà, les sujets sont pas tout le temps les mêmes et il y a une notion, tu vois, de s'adapter toujours à chaque cas, etc. Et donc, vient une question, et ça, j'aimerais vraiment avoir ton point de vue, de est-ce que tu peux avoir une offre unique, sachant que chaque cas est différent? Enfin, sur le papier, a priori, tu vois. C'est une bonne question. Est-ce que tu peux avoir une offre unique sachant que chaque cas est différent? Oui, parce qu'il va y avoir un parcours global où tu vas faire passer à peu près tout le monde dans le même. Et après, justement, tout dépend aussi de l'écosystème d'offres que tu vas proposer, dans lequel tu peux avoir une offre entrée de gamme, OK, le même parcours pour tout le monde. Et ensuite, tu peux avoir des offres d'accompagnement plus rapprochées pour soit chaque type de personne, où ça va être en one-to-one avec toi et tu vas travailler directement avec eux, ou alors un parc d'offres différents. Et parfois, tu peux vendre la même chose, comme on l'a vu avec les croquettes, pour des audiences différentes, des personnes qui sont dans une problématique en particulier. Soit ça va être la même offre, soit ça va être la même offre avec une nuance. Et c'est à partir de là que tu peux construire ton panel d'offres quelque part. Donc, tu peux avoir une offre pour tout le monde, tout comme quelque part, tu vas adapter cette offre à chacun et vendre comme ça aussi à chaque part de ton audience. Donc ça, c'était la première partie de la réponse, Ludivine. La deuxième, c'est on peut zoomer sur cette notion de résultat.
Parce que, par exemple, dans le cadre du coaching ou de l'accompagnement, ça peut, enfin, c'est difficile, tu vois, de s'engager sur un résultat parce que le gros du travail va être fait par le client et en gros, bah, s'il se met pas au boulot, on peut pas lui garantir le résultat, tu vois? C'est pas, c'est contrairement à de la presta où, si tu as les bonnes fondations, bah, en gros, le résultat est vraiment immédiatement lié à ce que toi, tu vas pouvoir produire. Dans le cas de l'accompagnement ou de la formation, c'est pas forcément c'est pas forcément en tout cas le même, postulat de départ. Donc comment est-ce que toi qu'est-ce que tu en penses déjà toi, PB et quels sont tes retours d'expérience et cetera par rapport à ça? Une bonne remarque. Je te challenge, hein, je sais. En plus, tu es Comment pendant les dire? vacances et tout machin, Ouais, franchement, je réfléchis parce que c'est une bonne question. Certes, tu vas faire une promesse. Mmh, Ta promesse, ça va être, par exemple, comment calmer tes enfants le soir à mmh, 18 h sans avoir à crier dessus, quoi. Quelque chose comme ça. Ça, c'est typique de promesse. Là, c'est de la promesse type comment faire X sans Y ou alors en X temps. Et ça, c'est la promesse que tu vas faire où tu vas déployer, toi, la méthode mmh, que les gens vont devoir suivre pour en arriver là. Derrière, tu vas avoir les preuves que cette méthode fonctionne parce que tu vas pouvoir l'avoir testée avec d'autres personnes, etc. Ou alors pas encore, tu diras, OK, on va la tester ensemble et on va trouver, et je vais t'accompagner, moi, grâce à toutes les connaissances que j'ai, grâce à tout ce qui a été prouvé, pour atteindre ce résultat. OK, OK. Maintenant, toi, tu as une obligation de moyens dans cette promesse, c'est je te montre la méthode. Maintenant, la personne que tu accompagnes, elle a une obligation d'action et mmh, ça fait partie de l'offre. C'est que si tu fais mmh, pas les actions, tu n'auras pas les résultats, en fait. mmh, Et ça rentre mmh, en quelque part, c'est quelque chose que tu vas communiquer à ton client en lui disant, et ça fait partie mmh. quelque part, entre guillemets, de ton offre, de dire, moi, je te donne la méthodologie pour atteindre ce résultat-là, mais si tu suis pas la méthodologie, il y aura pas de résultat, Mmh. tout simplement. Et si on étend, la réflexion, c'est que, dans la promesse de en fait, la promesse de résultat, dans l'expérience que tu vas proposer, ça va être de dire, heu: «Je peux vous promettre que de mettre tous les moyens à ma disposition pour vous aider à atteindre ce résultat». Et en gros, ce résultat, si on ne le fait pas ensemble et que vous essayez de le faire seul, bah, vous avez 10 fois moins de garantie de l'atteindre, voire zéro garantie de l'atteindre parce que peut-être que vous avez déjà testé par vous-même et que vous vous êtes rendu compte que vous n'y arrivez pas. Donc moi, en gros, ma, mon offre, ce que je vous propose, c'est un, la méthodologie, 2, de vous aider à mettre en application les outils, 3, de vous offrir un soutien sans égal dans votre démarche d'action au quotidien, 4, de pouvoir vous montrer de la disponibilité pour que vous ayez quelqu'un avec qui échanger et discuter quand vous essayez de mettre en place les actions et que ça ne fonctionne pas, 5 nanana et tu vois, en fait, le fait de le dire, pour toi, ça te paraît évident. Pour toi, c'est évident que tu vas faire ça. Mais pour ton client, ça l'est pas et en gros, plus tu le projettes dans la façon dont toi, tu vas, lui faire vivre cet accompagnement et en quoi chaque élément de cet accompagnement va lui apporter un bénéfice spécifique par rapport à l'atteinte de ce résultat, bah, plus ça va le mettre en confiance dans la capacité commune que vous allez avoir à atteindre ce résultat. Et encore une fois, ça fait partie à la fois de la déontologie, mais aussi de ton offre, de dire il n'y a pas une garantie sur l'atteinte du résultat. Par contre, moi, je m'engage dans notre contrat à mettre tous ces moyens à disposition. Et par exemple, tu vois, une offre d'accompagnement, tu peux avoir deux versions de l'offre, soit une version normale où tu as un certain nombre de séances et en dehors de ces séances, en gros, il n'y a pas forcément de disponibilité, et une version encore plus intensive où tu as une disponibilité sous 12 heures avec un WhatsApp dédié, avec machin et tout, pour qu'il y ait encore plus de lignes de discussion avec toi et qui vient renforcer en gros cette capacité à atteindre le résultat. Et au-delà de ça,
c'est important de ne pas vous freiner de faire des promesses en vous disant oui, mais je ne peux pas promettre ça parce que ils vont peut-être pas le faire, par exemple. Le truc, c'est que c'est comme si vous vendiez en fait une paire de chaussures de randonnée. Je suis vraiment en période de vacances avec mes chaussures. Vous vendez des chaussures de randonnée. Promesse des chaussures de randonnée. Faites une randonnée de 12 heures sans avoir d'ampoule au pied. Ok, trop bien, grâce à mes chaussures. Génial. Maintenant, si la personne ne met pas les chaussures ou ne va pas faire de randonnée, c'est pas de votre faute en fait. Vous avez une promesse, vous avez vendu la paire de chaussures. D'ailleurs, si la personne, elle en fait rien, ça, c'est sa responsabilité. Donc, il ne faut pas vous freiner pour faire votre promesse par rapport à ça. Et puis, il y a aussi des... elle est très, très bien, vraiment, cet exemple, il est parfait. Parce que c'est souvent le cas, y compris en termes de prestations, tu vois. Si on prend l'exemple du copywriting, là, tout à l'heure, tu parlais d'offres, tu vois, toi, tu peux dire, voilà, avec... moi, on se met en presta ensemble, je vous fais la page de vente et je vous garantis d'augmenter vos ventes de 50%. Voilà, ça c'est la promesse de mon offre. Attention, par contre, c'est conditionné au fait que l'offre que vous vendez soit déjà bonne et soit déjà validée et tout, machin. Et en fait, tu as le droit de conditionner dans ton offre l'atteinte du résultat à des engagements de la part du client. Ça fait partie de l'offre, ça fait partie du discours global. Et faut vraiment, en gros, c'est la différence entre faire des offres, faire des promesses bidons et faire des vraies promesses. C'est parce que effectivement, une prestation, c'est un truc en commun. C'est un truc en commun et du coup, c'est déterminé par un engagement et une implication de la part du client. Et selon votre niveau d'offre, l'implication va être plus ou moins importante pour atteindre le résultat. Tu vois, on pourrait tout à fait imaginer, si on reprend l'exemple de Ludivine, on pourrait imaginer une offre où là, c'est très cher, mais elle remplace les parents dans la maison pendant 3 semaines. Là, Ludivine, il faut être ouvert. Hein. Il faut, mais tu pourrais imaginer ça pour des personnes très très riches, tu vois, et très occupées, de dire ok, c'est 25 000 euros par mois. Par contre, je passe tout le temps avec avec les enfants. Je suis pas super daddy. Eh ben, tu pourrais avoir une offre. Non, mais c'est juste pour étendre la réflexion et se dire voilà jusqu'où en fait jusqu'où ça peut aller, et de se décomplexer aussi par rapport au côté ok, promesse, mais je peux pas faire une promesse de résultat et tout machin parce que le client non. Et c'est cool ce que tu dis, l'exemple de PB, il est trop bien ton exemple avec la chaussure de randonnée. C'est-à-dire que toi, tu sais que cette chaussure, si quelqu'un et avec un pied normal, parce que voilà, vous avez quand même parti. Si quelqu'un qui n'a pas d'ampoule déjà avant, mais la chaussure et fait 12 heures de randonnée, bah, tu es tellement confiant dans la construction de ta chaussure et tout, tu l'as testé et tu l'as éprouvé et tu sais, tu peux dire aujourd'hui, on peut faire 12 heures de randonnée sans se faire d'ampoule. Et des compides, ni Annie. Non, c'est cool. Est-ce que ça te parle? J'ai beaucoup parlé, je suis désolé, PV, c'est tellement. Ah, mais parfait. Ouais, ça me parle de ouf. Là. Ça me parle de ouf. Est-ce que ça répond à ta question? Donc, Ludivine dit ouais, hyper intéressant de conditionner le résultat par peur de ne pas conclure avec le client, on n'ose pas toujours, ouais. Tout est OK, ça roule. Alors, nouvelle question, mon cher PB, de Violaine. Ouais. Quelqu'un avait parlé lors d'un live des cartes mots-clés. Est-ce qu'une offre peut être adaptée à un public en particulier, tel que serait un pitch Ah, alors oui, d'accord. Est-ce qu'on peut avoir une offre, en fait, tu vois, des offres spécifiques à des publics, à des audiences différentes. Tu vois, le même produit, mais qui s'adresse à des audiences différentes. Donc, par exemple, si on prend on va prendre la formation au copywriting. Une formation au copywriting pour bien copywriter des emails, par exemple, je sais pas, tu vois.
qui s'adresse à des entrepreneurs ou qui s'adresse à des copywriters freelance. Ouais. Est-ce que du coup, comment est-ce que tu construis est-ce que tu construis 2 offres différentes ou une même offre mais avec 2 pitchs différents? Pour le coup, une offre comme celle-là, je me embêterais pas trop. Je vendrais vraiment la même offre, et là où je différencierais quelque part le pitch. En fait, par exemple, si je regarde le tunnel un petit peu, je me dirais, OK, sur la page de vente, par exemple, je vais présenter vraiment le résultat. Tu vas écrire des top emails. Paf! On va pas chercher plus loin. Ensuite, c'est après moi où j'irai nuancer dans, par exemple, vu que je vais probablement vendre ça par email, il y en a sûrement beaucoup d'entre vous ici qui vendaient aussi par email. Il va y avoir un email qui va potentiellement s'adresser aux entrepreneurs et un email qui va potentiellement s'adresser aux copywriters. Bon, des emails, il y en aura plein d'autres, mais c'est à cet endroit-là que je vais pouvoir aussi potentiellement différencier au moment de pitcher mon offre. Il y en a un, je vais dire, OK, aujourd'hui, tu es copywriter, tu bosses avec tes clients, tu n'as pas forcément confiance en tes emails, je vais te montrer comment tout péter. Et je vais faire un autre email, donc je vais dire, OK, toi, tu es entrepreneur, tes emails, ça n'a pas les résultats que tu veux, je vais te montrer comment tout péter. Donc, ouais, tu peux carrément vendre la même offre à 2 audiences différentes. Je réfléchis à un truc. Dans le Tout cas dépend de la où nature de ton offre, quoi. Ouais, la nature de Ouais. ton offre et du problème qu'il va résoudre. Donc, on pourrait en tout cas imaginer que, en fait, la même offre, qu'elle s'adresse à un entrepreneur ou un copywriter pro, au final, résout le même problème. C'est écrire des top emails. Et donc, du coup, ce qui fait que ça peut justifier d'avoir une offre similaire, mais que tu vas présenter différemment parce que bah, la personne à laquelle tu t'adresses ne vit pas le même contexte, n'a pas les mêmes enjeux, n'a pas les mêmes ambitions, mais par contre a le même problème et nécessite en gros ce problème peut être résolu de la même façon. Dans un autre cas, on va essayer d'étendre à une autre audience, écrire des. Le problème, c'est que mes emails. Ouais, vas-y. Si je regarde, la promesse serait pas la même pour tous tes prospects. Violaine, est-ce que tu veux préciser pourquoi, pour qu'on creuse ça ensemble? Ouais, vas-y, Violaine, si tu veux, tu peux prendre la parole, hein, Violaine. Bonjour. Bonjour. Hello. Oui, en fait, je suis en train de créer un second business qui sera une marketplace de mise en location de cabinets médicaux sans engagement. Okay. Donc, en fait, typiquement, je me suis aperçue que si j'ai pas de loueur, j'ai pas de. T'as pas de cabinet d'activité, ouais. louer. J'ai pas d'activité. Et du coup, je suis partie de l'idée que tu vois, le cabinet médical est sous-utilisé par ses propriétaires ou ceux qui y exercent, s'ils sont en location. Et en fait, pour beaucoup, je me suis aperçue que ce n'était pas un problème. C'est une opportunité dont ils n'ont pas conscience. Alors que pour d'autres, c'est carrément un problème parce que ça leur coûte des sous et en fait, ça leur empêche d'aboutir à de se réaliser dans certaines actions. Ils ne veulent pas engager une formation parce qu'ils ont un crédit sur le dos, ils ne veulent pas accéder à l'achat d'un équipement parce qu'ils ont encore ce crédit sur le dos, etc. Donc en fait, tu vois, le problème est... Enfin, disons que avec mon offre, je pourrais répondre à ces 2 problématiques en particulier, sauf que pour l'un, c'est plus une opportunité de se faire une rente plutôt que de revendre simplement le local. Alors que pour l'autre, c'est carrément utile pour développer des projets annexes. En fait. Ouais, donc là, on a vraiment l'exemple où une même cible, a priori, tu vois, qu'aurait les mêmes critères, on va dire, tu vois, d'identification. Donc, en gros, des médecins, des professionnels de santé qui ont un cabinet à disposition. Pour certains, la problématique est que le loyer est trop haut et cherchent des solutions pour alléger le loyer. Et pour d'autres, c'est pas un problème, c'est plus une opportunité. Ouais. Donc, toi PB, comment tu envisagerais le sujet là ici pour Violaine? En fait, ici, si je regarde, c'est vraiment une question de
de niveau de conscience en fait des prospects, c'est-à-dire que tu as 5 niveaux de conscience. Niveau de conscience, c'est je suis au courant que j'ai un problème, et ça c'est le niveau de conscience de départ, jusqu'à je suis au courant que tu as une solution et qu'elle peut m'aider. Au-delà de ça, dans ce cadre-là, c'est tu as un prospect qui a un problème vraiment dur, qui est reconnu, qui est OK, j'ai besoin de thunes, tandis que tu en as un autre qui peut-être se dit j'ai besoin de thunes ou pas en fait. Ceux par exemple qui sont dans le cadre j'ai mon cabinet et je me dis ok, ça pourrait être chouette. Quelqu'un qui va se dire ça pourrait être chouette, ça va être beaucoup plus dur de lui vendre un truc et de lui fournir quelque chose, sauf s'il a un problème. Donc si celui qui se dit ok, louer mon cabinet ça pourrait être chouette, si tu veux lui vendre un truc, ça va être sur le même problème que l'autre, tu as besoin de thunes en fait. Donc le premier, il va être en train de se dire je veux faire rentrer du cash mais je ne sais pas comment, de manière générale, et tu en as un autre qui va se dire je veux faire rentrer du cash grâce à mon cabinet. Le plus simple pour qu'il vende aujourd'hui, ça va être celui qui a besoin de faire du cash grâce à son cabinet, qui vraiment a un problème qu'il reconnaît, où il se dit ok, là c'est la merde. L'autre, il n'a pas l'air de se dire là c'est la merde. Donc si tu veux rapidement faire rentrer, rapidement vendre et vendre facilement, c'est auprès de ceux qui aujourd'hui ont ce problème dur, reconnu, qui leur fracasse la tronche tous les jours, que tu vas vouloir vendre. Donc ceux qui se disent ok, mon cabinet me coûte de l'argent, je veux faire quelque chose en fait. Donc c'est intéressant. Donc là, c'est pas une question d'adaptation de l'offre, c'est une question de priorisation des cibles, et notamment des audiences, des cibles qui ont reconnu, qui ont conscience de leur problème. Ça répond à ta question, Violaine? Désolé, je vous ai perdu, ma connexion est Ah merde, non, t'es sérieuse? Bah écoute, faudra regarder en replay. Faudra attendre le replay. Non, en gros, pour résumer très vite, Violaine, on disait que c'était, ce que disait PB, c'était que il valait mieux. Là, c'était pas une question d'offre, c'était une question de priorisation des cibles, et que tu avais plus intérêt, toi, à te concentrer sur les cibles qui avaient vraiment conscience du problème qu'ils rencontrent, et que les cibles pour qui ça représente une opportunité, ils n'en ont pas conscience, soit du secondaire et de l'opportunité qui viendrait parce qu'ils ont entendu ton message et ils se disent ah ouais, mais tiens, pourquoi pas, ne pas les chercher en priorité, quoi. Ça roule? Ouais, ok, ouais. En fait, j'avais déjà pensé à ça, puisque je vais cibler en priorité ceux qui ont déjà posé une annonce. Voilà, par exemple, tu vois, très bien, super. Ouais. Merci. Merci à toi, et merci PB pour cette pour cette réponse, mon cher. Plaisir. Autre question. Alors là, on a Human qui a fait un gros message. Donc Human travaille sur un produit d'appel, une offre packagée pour proposer aux TPE, PME et indépendants la mise en place d'un coffre-fort de mots de passe. La promesse est de ne plus se prendre la tête avec ces satanés mots de passe et d'avoir des mots de passe beaucoup plus sécurisés. Ma problématique, c'est déterminer un prix. Intéressant, on va parler du pricing, on va parler du prix. Soit par utilisateur, soit au temps passé, car tout dépendra du nombre de mots de passe à migrer dans le coffre-fort. Un conseil à me donner pour fixer mon prix. Boum, allez, vas-y, débrouille-toi, PB. Joli, simple. Plus prendre la tête avec les mots de passe, avoir des mots de passe beaucoup plus. Ma problématique, déterminer un prix soit par utilisateur, soit au temps passé. C'est le au temps passé que je comprends pas bien. Non plus, moi non plus. Car tout dépendra du nombre de mots de passe à migrer dans Vas-y, le coffre. Human, si tu peux expliquer, ouais. Salut, Human. Au temps passé, par exemple, bonjour à tous. Hello. Salut. Au temps passé, en grosso modo, c'est si je vais dans une TPE où il y a 3 salariés et le patron il veut que les 3 salariés aient un coffre-fort de mots de passe, il est fort possible que le patron, lui, il ait plusieurs dizaines de mots de passe parce qu'on a un mot de passe par compte. Et là, du coup, ça va me prendre beaucoup plus de temps. Ah oui, donc c'est le temps que toi tu passes. Exactement. Ouais, ok, d'accord. Il faut que je reste rentable. Ouais, ok, d'accord. Il faut que je reste rentable, mais en même temps, il faut que le produit soit assez agressif au niveau tarif pour donner envie de faire appel à moi. Ok. Voilà. Et est-ce que c'est un peu aléatoire. Est-ce que dans un coup, j'aurais 10 mots de passe, un autre coup, j'en aurais 50. C'est pas le même temps à passer. Et parce que là, tu as pris par utilisateur, mais tu as un abonnement pour ton coffre-fort?
Non. C'est pas un coffre-fort à abonnement. C'est pas genre, tu as le coffre-fort. Un coffre-fort français, hébergé en France et gratuit. Ok. Donc, il y a le coût de la mise en place, point barre. D'accord. Donc, en gros, toi, ton offre, c'est je vous paramètre le coffre-fort gratuit. Ouais. Et l'idée, c'est de rentrer. Je démarre dans le métier d'indépendant. Et donc, l'idée, c'est de me faire connaître et de mettre le pied chez le client avec ce produit d'appel-là, avec un tarif assez agressif quand même. Et puis après, je montre ma gueule. Et puis, les gens derrière savent que voilà, s'il y a un problème informatique, coucou, il faut appeler Manu. Ok, d'accord, ok. Ouais, je vois le principe. Ok, d'accord, ça roule. Voilà. Mais à quel prix? C'est une bonne question. Est-ce que tu as une remarque déjà, Mathieu, sur la problématique? Moi, donc, le truc, ne plus se prendre la tête avec les mots de passe et avoir des mots de passe sécurisés. Déjà, il va y avoir un sujet sur la prise de conscience du problème par rapport à la nécessité d'avoir des mots de passe sécurisés. Je pense que déjà, il y a ça. Deux, je pense que la gestion des mots de passe est effectivement plus problématique quand il y a des effectifs et une rotation dans les effectifs et du coup que les mots de passe doivent être supprimés, réaccordés, réattribués, machin et tout, qu'il y a un système d'accès qui se modifie. Je pense que la problématique, elle est plus là dans la gestion en fait des mots de passe que dans quand il y a du monde, du coup, quand il y a vraiment beaucoup de monde. Et enfin, moi, c'est le premier truc qui me vient. En tout cas, aujourd'hui, enfin, moi, par exemple, j'utilise un outil de gestion de mots de passe qui s'appelle Dashlane ou où il y a l'espace et tout. Enfin, Patrick a partagé un truc pour gestionnaire de mots de passe. Donc, il y a aussi une réflexion dans ton offre par rapport à ces offres concurrentes. Et qui, du coup, les premières questions que je me dis, c'est en quoi ton offre pourrait être vraiment différente de celle-là pour résoudre un problème plus important par rapport au mot de passe. Et ouais, question de Patrick, c'est en gros, c'est en gros, tu vends quoi, mis à part ce coffre-fort? En gros, ton offre résoudrait, enfin, peut-être la question que je me poserais, c'est en quoi ton offre résout un problème différent ou plus important que ces solutions déjà existantes? C'est la question que je me poserais. Ok. Ma solution vient répondre en fait aux problèmes que les gens ne savent pas que les coffres-forts existent, que souvent dans les TPE-PME, on est plutôt au taquet niveau timing, donc on n'a pas forcément le temps de se pencher sur ce type de sujet-là ça prend du temps quand même un petit peu de mettre à jour tous ces mots de passe pour éviter d'avoir toujours maman 1, 2, 3, 4, par exemple. Et j'ai pas vu sur Internet quelqu'un qui propose la mise en place de coffre-fort. Il y a les coffres-forts, mais démerden sich, c'est toi qui crée ton compte, qui le paramètre, qui met tes mots de passe à jour, etc. Il faut apprendre à se servir du coffre-fort. Ouais, ce que je veux proposer, c'est un truc clé en main. Je prends la main sur le poste de l'utilisateur, je lui crée son compte, je récupère ses mots de passe, je les intègre dans le gestionnaire et on va les mettre à jour petit à petit. Ok, donc, ou d'un bloc. Alors, Human, moi, ce qui me vient, c'est de faire une offre similaire à ce qui existe déjà sur le gestionnaire de mots de passe, mais où c'est toi qui as la main et en gros, c'est un abonnement mensuel ou annuel en fonction du nombre d'utilisateurs qui permet, toi, de lisser, de proposer un truc lissé dans le temps aux entreprises. Qui te permet à toi d'avoir un truc où tu gardes le contact avec eux et eux, ils ont
quand ils ont des nouveaux utilisateurs, etc., ils ont juste à t'envoyer un message et puis boum, toi tu t'occupes de créer, de faire le transfert et tout machin. Et ils n'ont pas à le faire. Mais pour moi, un système d'abonnement par utilisateur, c'est ce qui me paraît le plus simple à valoriser. Et surtout, ça te permet d'avoir un point de comparaison qui est de dire, bah voilà, pour le même prix qu'un Dashlane ou un peu plus ou un petit peu plus fort. Là, contrairement à Dashlane, là, c'est moi qui m'occupe de tout pour vous. Vous n'avez pas à paramétrer, machin et tout. Ouais. Ok, je vois. Oui, ça peut faire partie de l'offre, justement, où tu dis, si tu te lances pendant 1 an chez moi, je te fais le transfert. Alors 1 an, c'est peut-être court parce qu'en fait, si on regarde le business model, si on veut que tu fasses du cash sur une offre comme celle-ci, soit il va te falloir du volume de personnes qui vont effectivement prendre un abonnement. Ouais, Mathieu. Non, parce que ça me fait penser à un truc, donc je me tape le nez pour me dire, Okay. je dirai un truc à la fin. Ok. Soit il va falloir que tu ailles voir des entreprises qui ont un problème. Alors tout à l'heure, tu disais le problème, c'est qu'ils ne sont pas au courant qu'il y a des coffres forts. Attention, les problèmes que tu veux adresser, c'est des problèmes dont les gens ont conscience. C'est-à-dire, par exemple, ah putain, c'est le bordel dans ma boîte au niveau des mots de passe. Je suis à 2 doigts de me prendre peut-être un piratage ou quoi. Je suis inquiet par rapport à ça. Alors peut-être qu'ils ne vont pas passer à l'action tout de suite parce que ce n'est pas encore urgent. Il va falloir créer l'urgence chez les gens. Donc là, tu peux prospection téléphonique. Salut, est-ce que tu es sécurisé? Parce que blablabla. Oh putain, ça va m'arriver. Où est-ce que je suis? Ok. Et en fait, à partir de là, si vraiment tu veux du coup une entreprise qui génère du chiffre d'affaires, bien sans un modèle abonnement en tout cas au départ, ça va être de te dire, si on est juste sur le transfert, ça va être tacler des boîtes justement où il y a plus de 20, 30, 40, 50 salariés, là où c'est vraiment l'enfer, et facturer ça des sommes peut-être entre 20, 30 ou 40 000 euros pour être vraiment rentable en fait derrière. Parce que facturer autant, pas nécessairement. Tu veux jamais vraiment facturer autant parce que sinon les gens vont me dire bah super, je veux facturer autant, c'est-à-dire que s'il veut mettre 5 semaines à faire mon truc, il va me facturer 5 on fait semaines. ce calcul-là, ouais, c'est ça. Tandis que si tu te positionnes sur un nombre de personnes, par exemple, il y a beaucoup de logiciels qui font ça. C'est, tiens, pour... qui fait ça? J'en ai pas qui me reviennent en tête, mais les logiciels SaaS, software de service, tu peux en checker quelques-uns. Là, j'en ai pas en tête qui me viennent, mais tu factures au nombre en fait d'utilisateurs, par exemple, ce qui fait que sur une boîte où par exemple 30 salariés, ok, ça va coûter tant, parce que toi, tu sais dans ta tête que ça va te prendre à peu près tant de temps. 60 salariés, ok, ça va coûter à partir de temps, et ainsi de suite, sachant que toi, tu as le temps dans la tête, mais ton client dans la tête ou ton prospect dans la tête, tout ce qu'il a, c'est le nombre de personnes. Et pour boucler cette boucle, là, si tu veux être rentable, effectivement, il va falloir facturer quand même des gros chiffres, donc des grosses boîtes, parce que juste sur le modèle de transfert, il faut en faire beaucoup et ça prend beaucoup de temps, quoi. Et en fait, je pense que l'idée d'Human, c'était de se dire, c'est un produit d'appel dans le sens où c'est quelque chose qui répond à une problématique très ciblée, qui peut être rapidement résolue et qui peut du coup nécessiter un investissement pas trop costaud. Et en fait, une fois qu'il est rentré dans la boîte, qu'il a mis en place les mots de passe, etc., bah, il leur dit, bah, tiens d'ailleurs, j'ai vu que vous aviez ça, j'ai vu que vous aviez ça, j'ai vu que vous aviez ça aussi qui peut être à sécuriser et tout machin. Et donc du coup, là, je commence à vendre des prestats de sécurisation un peu plus costauds. Dans un livre ouvert. Pardon? Tu lis en moi comme dans un livre. Ah, je disais, tu vends des livres. J'ai vraiment pas compris l'offre. Non, mais ouais, non, mais ça peut être la stratégie, ou alors, comme PB dit, l'autre stratégie peut être de se dire, bah, ça devient une vraie offre à part entière qui répond à une problématique dure chez des entreprises où il y a effectivement une vraie complexité au niveau de la sécurisation par mot de passe, parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a une grosse rotation, ils n'ont jamais mis en place vraiment une dynamique, et toi tu arrives, hop, et en 4 semaines, tout est réglé. En 4 semaines, tout est sécurisé, tout le monde a ses nouveaux mots de passe et tout machin, avec un accès multi-réseau, nanana, et en un clic, ils arrivent à générer des nouveaux mots de passe pour tout le monde. Enfin bref. Et ça, en soi, et j'en reviens à un autre truc que tu as dit, PB, qui est pas montré quand la différence entre la valorisation de ton temps et ce que tu vends aux clients. Donc ne jamais
éviter au maximum de vendre des jours, en tout cas que ça soit vendu comme des jours, qui est vraiment une déformation salariale que l'on a très souvent, ou alors quand on a bossé avec des agences et tout, les agences en fait nous demandent qu'on les qu'on les facture à la journée et tout machin, et parce que ça rentre dans leur business model à eux et ça les arrange eux. Mais avec vos clients en direct, faut surtout pas faire ça, parce que le client il n'a pas la gymnastique intellectuelle de savoir ce que représente une journée de travail pour vous, etc. Et donc, du coup, effectivement, le premier réflexe qui va se dire, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire, bah ouais, il me vend 5 jours, mais au final, il aurait peut-être pu le faire en 3, et c'est juste qu'il passe plus de temps là-dessus. La plupart des clients n'ont pas la gymnastique intellectuelle pour comprendre cette mécanique. Et en fait, il faut connaître votre TJM, votre taux journalier moyen, il faut le connaître, parce que c'est ça qui va vous permettre de savoir si vous êtes rentable ou pas sur une prestation. Mais il ne faut pas le dire au client, grosso modo. Non, mais on est d'accord, c'est ça. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et c'est pas pour lui cacher le truc, parce qu'au final, c'est votre modèle économique, ça vous regarde que vous. Tant que vous solutionnez le problème du client, franchement, votre client, il s'en fout de savoir si vous prenez beaucoup pour une journée ou pas. Et à la rigueur, si vous arrivez à résoudre un problème en... Est-ce que tu as l'image, tu sais, il y avait des histoires comme ça où genre un bateau est en train de couler, tu fais appel à le capitaine fait appel à un mec qui est spécialisé justement dans la réparation de bateaux, etc. machin. Et le mec lui dit bon bah ok, d'accord, je viens voir, je vous dis combien ça va coûter. Il arrive sur le bateau, il regarde les trucs, il dit bon bah ça va coûter 10 000 € pour réparer le bateau. Ouais bon bah ok, d'accord, c'est super important et tout machin. Et le mec prend son marteau et donne un coup de marteau quelque part, et hop, c'est résolu. Et là en gros, et c'est vraiment résolu, c'est-à-dire que le bateau il va plus couler et tout machin. Et on se dit putain, mais 10 000 € pour un coup de marteau, c'est mais what the fuck quoi, enfin on se fout de ma gueule. Et en fait, est-ce que tu as cette image ou pas, PV? Oui, moi j'ai la version piscine. La version piscine, où tu as un problème avec ta piscine, avec le moteur de ta piscine, il y a le gars qui vient, qui fait OK, vas-y, je te le répare. Il fait 2 coups de cuillère à peau là, et ça te coûte 800 balles. En face, tu te dis ouais, mais tu as résolu ça en 3 minutes. Et en fait, qu'est-ce qu'on achète derrière? On n'achète pas le temps du mec. On s'en fout. Enfin, on est plus méga frustré parce qu'on se dit ah putain, mais si j'avais su exactement comment le faire en 3 minutes, j'aurais pu dépenser 3 minutes de mon temps et tout. Mais voilà, ce que dit Benoît, c'est ce qu'on achète en fait, c'est ces dizaines d'années d'expérience, c'est ces centaines d'heures de formation, c'est les milliards de coups de marteau ou de coups de cuillère à peau qu'il a fait derrière. Et ça, clairement, je pense que quand ton bateau est en train de couler ou que ta piscine est en train de pourrir et tout, t'as pas envie de passer 10 ans à savoir comment réparer ta piscine, quoi. Non. Et donc, du coup, c'est pour ça que vous ne devez pas... et puis l'urgence du problème, le fait de pouvoir résoudre le truc immédiatement et que ton problème il soit résolu en 1 heure, alors que si tu devais chercher à le faire par toi-même, ça te prendrait des mois et que ça deviendrait de plus en plus catastrophique. Et il est 10h55. Et donc du coup, c'est déjà presque l'heure de finir. Alors on va finir avec une dernière question, si tu es OK, PB. Ouais, bien Dani, sûr. Qui demande voilà, quelle serait l'idée pour une cure amincissante avec promesse de résultats, réduction du pack, conseil journalier, enfin bref, un truc a priori qui mêle plusieurs trucs. Tu as le produit. Donc pour de la perte de poids, tu aurais les produits, tu aurais aussi du coup des conseils ou des trucs en plus. Une réduction immédiate, etc. Bref, en gros, comment tu structures la réflexion, quoi? Je comprends pas bien la question. Quelle serait l'idée pour une cure amincissante avec promesse de résultats, réduction de pack et conseils journaliers? En fait, l'idée de quoi exactement, Annie? Est-ce que tu veux juste préciser? Tu peux prendre ton micro, Annie.
Donc, oui, comment je pourrais tourner justement cette offre. Donc, mon offre, c'est un pack amincissant avec des conseils journaliers sur un petit peu, différents domaines, c'est-à-dire la santé, le sport, des produits, de la nourriture. Voilà, c'est assez complet. Et en même temps de cette offre, comment dirais-je, je les aide à l'avoir presque gratuitement. C'est-à-dire? Ils payent quoi? En proposant le pack à d'autres personnes, à 2 personnes. Ah d'accord, donc en marketing de réseau. Voilà. Ok. Ok, donc on va se concentrer juste sur le produit sans forcément le côté marketing de réseau. Oui. Et du coup, si on recentre, c'est quoi précisément ta problématique par rapport à ce produit? Je ne sais pas comment le mettre en forme. Ok. C'est-à-dire? J'aime bien creuser. Comment le proposer pour qu'il soit attirant, quoi. Ok. C'est sûr que c'est des cures amincissantes, des cures perte de poids, il y en a tous les ans des nouvelles. Moi, je suis sur une offre qui a fait ses preuves et qui est depuis plus de 10 ans la même. Ok. Parfait, ça. J'aime bien la perte de poids parce que c'est un marché qui est hyper sophistiqué. Sophistiqué, ça veut dire qu'ils en ont vu des promesses justement et que ça devient difficile à vendre. Tous les ans, ça change. Donc c'est ça. Donc c'est toujours drôle de vendre ça. Du coup, ton produit, ok, c'est cette cure. Dans ton offre, on va voir du coup à qui est-ce que ça s'adresse, cette offre, ce produit. C'est la première question, ouais. C'est l'audience, précisément. Pour qui c'est fait, précisément, ouais. Ça s'adresse aux gens déjà qui ont envie de retrouver une bonne santé, déjà une santé optimale, et puis aussi une vision de soi, quoi. Ok. Est-ce que tu as possibilité d'être encore plus précise sur les personnes que tu vas cibler? Plus précisément, les femmes entre, disons, entre 30 et 50 ans. Ok. Ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde. Il faut encore plus préciser. Plus préciser. Ouais. Il faut aller encore plus profond. Ouais, parce qu'une femme de... Ouais, vas-y Mathieu. Non, mais parce que si tu avais justement des exemples, je te laisse parler, PV. C'est que entre une femme de 35 ans et une femme de 50 ans, ça va être très, très différent. En fait, les raisons pourquoi elle veut perdre du poids, pourquoi elle veut être en forme, ça va être aussi très, très différent au niveau de son corps en lui-même, puisqu'on va avoir une femme d'environ 35 ans qui est toujours techniquement menstruée. Quand on va se rapprocher des 50, on va être plus sur une période de préménopause, ménopause. Donc là, il y a encore d'autres enjeux. Donc c'est là qu'il faut être en fait encore plus précis. Mais si je cible trop, vraiment très, 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 très particulièrement le cas, je vais avoir une diminution de prospects, non? Ouais. Tu vas avoir une diminution de prospects. Et c'est une bonne nouvelle. Parce qu'on est... on a passé, je sais pas si on a passé le cap des 70 millions en France ou pas, mais on est pas mal quand même en France. Et le truc, c'est qu'à chaque fois que tu te fermes une porte en fait en termes de prospects, c'est-à-dire que si tu te fermes toutes les femmes de 35 ans et que tu vas viser par exemple les femmes de 50 ou l'inverse, tu vas t'ouvrir la porte de toutes les femmes de 50. Parce qu'en fait, l'enjeu ici, c'est que si c'est un produit qui va parler aux femmes de 35 et aux femmes de 50, les femmes vont se dire « Ah, moi, je préférais un truc qui soit juste pour les femmes de 35, en fait. » Et tu vas perdre des ventes parce que… Qui me correspondent à moi, en fait. Ouais. Et c'est là qu'il faut être beaucoup plus spécifique. Quoi. Alors, Annie, par contre, en fait, c'est là où il y a souvent, ce qu'on propose, c'est plutôt de se dire…
de voir en gros ton développement commercial par étapes. Tu commences par une première cible. Oui. Une fois que tu as un bon système marketing, que ton offre il se vend bien sur cette cible-là, et bien du coup, ça sera beaucoup plus facile de proposer une nouvelle offre à une nouvelle cible avec un nouveau discours, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à chaque cible, il doit y avoir un discours spécifique, bien ciblé et tout, pour que ça puisse ne serait-ce qu'intéresser. Parce que tu vois, il y a plusieurs étapes. Il faut d'abord intéresser la personne. Ensuite, il faut qu'il te donne l'opportunité de pouvoir lui présenter ton offre. Il faut le convaincre que c'est la bonne offre pour lui et tout. Donc, en gros, plus tu as de cibles différentes, plus tu dois reproduire ce schéma à chaque fois. Et c'est ça, en fait, qui rend le truc complexe quand tu as plusieurs cibles et que tu te dis, non, je m'ouvre un maximum de portes. En fait, c'est que à chaque personne qui rentre en contact avec ton message, il y a cette première étape de est-ce que ça m'intéresse, moi? Et franchement, enfin, tu vois, nous, par exemple, pour l'Agora, là, tout ce qu'on est en train de dire, franchement, ça pourrait servir à des entrepreneurs aguerris, à des PME, à des grands comptes, à des startups, voire même à des commerciaux et tout. Enfin, moi, on pourrait vendre l'Agora comme étant le salon du développement commercial pour tout le monde. Oui, mais pour tout le monde, une startup va se dire ouais, mais enfin, c'est bon, moi, je pas besoin de savoir comment vendre des produits d'accompagnement. Moi, je veux faire de l'outbound, je veux faire de la lead gen avec machin et tout. Et là, par contre, ça va pas vous intéresser vous parce que non, moi, je veux savoir comment développer ma notoriété et tout. Et donc, tu vois, même si on parle des mêmes sujets, l'angle pour intéresser les gens dépend de ce qui les concerne eux. Je vois un peu mieux là, c'est vrai. Et donc, du coup, derrière, c'est. Vas-y, PB. Oh, putain, on a tellement de choses à se dire. Ce sera beaucoup plus simple pour toi parce qu'on a tous qu'un seul cerveau et c'est un peu comme, en fait, quand on va parler à une seule audience, on va être à fond d'abord sur cette audience. Ça va être beaucoup plus facile parce que c'est comme si c'est comme quand il est question de faire du sport ou, par exemple, soit tu te dis, vas-y, pendant 1 an, je fais du vélo. Au bout d'1 an de vélo, tu seras plutôt forte en vélo, on va dire. Je dis plutôt forte. Je ne veux pas dire que tu vas être la reine du vélo parce qu'un an, c'est court. Mais voilà, tu vas bien maîtriser le vélo sur différents types de terrains et ça va être trop bien. Et ça, c'est une audience. Si, en revanche, tu dis, vas-y, pendant 1 an, je vais faire du vélo, du basket, du golf, du ping-pong, du tennis, tu vas un peu mal faire tout parce que tu ne vas pas assez avancer sur chacun, tu vois. Et c'est un peu comme ça quand tu t'adresses à plusieurs audiences, donc une tonne de 35 ans, une tonne de 50, où tu passes de l'une à l'autre, où du coup, tu ne creuses pas assez bien chaque audience, où tu ne vas pas connaître en profondeur ses problèmes, ses problématiques, sa situation. Et c'est mieux d'y aller à fond sur une audience. Et si tu as peur de te fermer des portes, sache que c'est une audience que tu peux aider énormément parce que tu peux lui vendre d'autres produits encore. Et ensuite, soit selon toi, les ambitions que tu as pour ta boîte, selon comment tu veux grossir, après, ça va être comme pour les croquettes. Tu vas pouvoir adresser d'autres audiences une fois qu'il y en aura une que tu auras bien lessivée. On est sur les croquettes, la piscine, le bateau qui coule, la lessive. Franchement, on est bien au niveau des métaphores, non? La randonnée et tout, franchement, on est bien. Mais là, il y a Isabelle qui dit, on va finir avec cette question pour ce matin, qui demande, voilà, est-ce que du coup, vous déconseillez d'avoir plusieurs cibles? Donc là, on s'adresse, on parle à vous qui êtes solopreneur indépendant. Et c'est dans ce contexte-là qu'on vous dit, enfin, toi, PB, qu'est-ce que tu dis du coup pour des indépendants et des solopreneurs par rapport au choix des cibles et des audiences? Je dirais même plus qu'il y a des indépendants et des entrepreneurs. Ça, je le dirais vraiment à tout le monde. Mais attention, c'est pas pour tout le monde, l'Agora. C'est que, en fait, au début, démarrer sur une seule cible, ça va vraiment vous faciliter la vie. Et ça, même les plus grandes marques le font. À la base, Red Bull, c'était pour, je crois que c'était adressé exclusivement à des sportifs de haut niveau. Et ça s'est élargi à plus d'audience où maintenant, c'est devenu la boisson qu'on boit en soirée pour se torcher la gueule avec de la vodka.
mais ils ont commencé sur les sportifs, ce qui est une part d'audience qui n'a rien à voir avec ceux qui veulent se torcher la gueule à la Non, en fait, non, je me demande même si c'est pas l'inverse. Ils se sont d'abord ciblés sur les étudiants en soirée, et en fait, ils ont utilisé les sportifs comme étant un argument de, bah, vous voyez, les sportifs de haut niveau, ils en prennent et tout, machin. Donc, du coup, c'est je crois que c'est ça. Mais okay. en tout cas, dans l'idée, non, mais enfin, en tout cas, c'est vrai, tu as raison. C'est-à-dire que c'était une cible et une audience bien spécifique au départ. C'est ça. Et ça va vraiment vous faciliter la vie pour connaître leurs problématiques, leurs frustrations, leurs désirs. Donc, au départ, une cible, surtout que vous allez concentrer tous vos efforts dans une seule direction. Et ça, j'en ai aussi fait l'expérience à la fois en tant que copywriter, j'en ai fait l'expérience ensuite en vendant des formations où j'ai voulu vendre à 2 audiences et où ça a pris des plombes parce que j'avais le cul entre 2 chaises. Et le jour où je me suis fixé sur une audience, c'était parti parce que je parlais toujours de la même chose aux mêmes personnes, quoi. Et ça répond à ta question? Est-ce que ça répond à ta question, Isabelle? Yes. Oui, Mathieu, merci. Eh ben, trop cool, super. Alors, messieurs, dames, il est temps de faire un tonnerre de merci, de cœur, de pouces en l'air pour PB parce que eh bien, c'est l'heure de se quitter. Parce que PB a quand même des vacances à assumer là et j'ai pas envie de lui en prendre plus. Vraiment, merci 1000 fois PB d'avoir passé tout ce temps-là avec nous. Merci de t'être adapté. Merci d'avoir accepté que je parle autant. Mais vraiment, c'était un sujet super intéressant et vraiment merci pour toutes tes images, tous tes conseils, tout ce que tu as pu nous partager. Merci 1000 fois. Merci à toi. Merci à toi de m'avoir reçu parce que j'ai trop kiffé. Trop bien. C'est trop cool. Messieurs, dames, merci à vous parce que franchement, c'est grâce à vous aussi qu'on a kiffé aujourd'hui. Merci pour pour toutes les questions que vous avez posées, pour vos partages, etc. Enfin, c'était vraiment trop cool. Cet après-midi, on va prolonger la discussion autour de l'accompagnement, etc. Parce qu'avec Lingen, à 14h, on va parler de comment se vendre quand on est coach. Et ça s'applique aussi aux formateurs et aux consultants. Donc, du coup, vraiment beaucoup de trucs. Ça va être super intéressant. Et puis, Lingen, vous allez voir comme PB. Enfin, c'est la générosité incarnée. Donc, du coup, il va y avoir de la matière. Donc, soyez là, 14h. Deuxième truc, c'est enregistré. Oui, Guylaine, tout est enregistré. La semaine prochaine, tout sera disponible sur YouTube. Deuxième truc, ce midi, rendez-vous. Il y a un live réseautage. À 12h30 pour rencontrer d'autres participants de l'Agora. Vous allez voir, c'est cool, c'est sympa, c'est détente pendant le déjeuner. Donc, soyez là sur le même lien à 12h30. On sera là pour vous accueillir. Et puis, le dernier truc, je vous mets dans les commentaires le lien pour le meet-up qu'on organise le 26 avril. Alors, PB, c'est un peu loin de chez toi parce qu'on sera à Lille. Mais si tu es dans le coin, franchement, you are very welcome. L'autre bout de la France. L'autre bout de la France. C'est parti. Mais c'est parti, allez, on y va. En tout cas, je vous laisse découvrir parce que c'est une journée, voilà, c'est pour prolonger, pour ceux qui veulent prolonger l'expérience Agora, mais en physique, en réel, avec nous et toute l'équipe Destination Client, une journée pendant laquelle il y a plein d'animations, beaucoup d'ateliers. L'idée, c'est à la fois de rencontrer du monde, mais aussi de travailler sur sur les sujets de développement commercial, de marketing, de communication, de prospection, etc. en direct avec les coachs. Donc du coup, le lien est ici pour vous inscrire. Et puis, en attendant, eh bien moi je vous dis à ce midi pour ceux qui viennent, à 14h pour ceux qui préfèrent venir avec Lingen, et demain deux derniers lives pour conclure cette Agora, parce que c'est déjà presque demain que ça se termine. Et voilà, donc soyez présents avec nous à fond. PB, 1 milliard de fois merci. Franchement, merci à toi, là. Merci à tous, merci à toutes d'avoir été là, d'avoir posé vos questions. C'était vraiment hyper chouette, hyper intéressant. Trop cool. Merci à tous. Je vous dis une bonne fin de matinée. À tout à l'heure. Ciao. Salut.